Bernard Arnault reconnaît ne pas avoir une propension excessive à la communication. C'est un euphémisme. Il donne très rarement d'interviews, ne se montre qu'avec réticence dans les dîners mondains, déteste le mode de vie bling-bling que ses moyens pourraient lui offrir, exècre le tutoiement et la familiarité, cultive le secret et une certaine austérité. C'est pourtant l'un des Français les plus puissants du monde et accessoirement l'une des 5 plus grandes fortunes de la planète. En 3 décennies, il a bâti un empire et règne sur LVMH, le leader mondial du luxe dont les oriflammes sont griffées Dior, Vuitton, Fendi, Kenzo, Berluti, Guerlain, Chaumet, je pourrais continuer, l'empire ne cesse de s'accroître. Son patron est un joueur et un prédateur, insatiable, mais c'est aussi un visionnaire et un stratège, obsédé par l'excellence. Le monde est son terrain, la Chine notamment, considérée depuis longtemps par lui comme une terre de conquête. Alors c'est à Shanghai que nous allons le rejoindre. Shanghai qui le fête, plébiscite ses marques, ses sacs, ses robes, ses parfums. Shanghai où il est reçu comme un chef d'État, s'entoure de stars de cinéma et joue la carte du rêve et de la séduction pour s'imposer sur un marché potentiellement gigantesque. Mais pour comprendre l'épopée Arnault, c'est à Roubaix qu'il nous faudra revenir. Roubaix, berceau de la famille, siège d'une petite entreprise de BTP créée par un grand-père vénéré. Là où tout a commencé. Ce programme vous est proposé en audiodescription. À ce niveau de pouvoir, il n'y a pas de vie sans véritable secret. Retrouver Bernard Arnault ce soir-là et son épouse Hélène, le 14 mai 2010 à Shanghai, c'est placer une caméra dans le sillage d'une silhouette élégante, paradoxale. Paradoxale car célèbre dans le monde mais peu connue en France. Léger sourire pour défendre son groupe, mais d'une discrétion qui confine au mystère. 4e fortune de la planète, un classement qui l'exaspère, mais proche de ses créateurs comme John Galliano, ici quelques semaines avant le clash. Bernard Arnault se considère d'abord et avant tout comme un entrepreneur français. Et là, à Shanghai, pour l'inauguration d'une boutique Dior dans l'immeuble du Plaza 66, il est reçu par les autorités locales en véritable chef d'État devant des centaines de journalistes venus du monde entier et au milieu de femmes de la bourgeoisie chinoise, extatiques dès qu'il s'agit des marques françaises. À 62 ans, LVMH est sa vie, comme l'était Apple pour Steve Jobs et Microsoft pour Bill Gates, mais avec une différence culturelle, la durée. Apple, Microsoft, entreprise formidable, réussite extraordinaire. Ces entreprises, elles ont un cycle de vie qui me paraît beaucoup plus éphémère que des entreprises qui sont des entreprises plus que centenaires pour une bonne partie d'entre elles, qui sont des marques extrêmement solides. Et donc, moi je suis convaincu que dans un siècle, la terre entière boira toujours du Dom Pérignon. Moi, j'essaye de faire en sorte que ce groupe soit le plus performant possible. Ce qui est intéressant dans une entreprise comme celle-là, où tout le monde s'amuse beaucoup, moi-même pour commencer en y travaillant, c'est de faire le mieux possible les meilleurs produits, la qualité la plus grande, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir des créateurs très talentueux, et l'aspect financier, presque pas s'en préoccuper, c'est une conséquence. C'est une conséquence de l'excellence. Voilà, c'est ça ma façon de raisonner, et c'est ça le message que je donne dans le groupe. Amis, proches, collaborateurs, même ses ennemis lui reconnaissent des qualités de stratège hors du commun. Les 2 aspects qui me passionnent, moi, dans mon métier, c'est la création et l'organisation. Ce qui est un peu, quand même, un mélange entre l'eau et le feu. À Shanghai, Rio de Janeiro, New York ou Ulaanbaatar en Mongolie, il visite toutes les boutiques de ses 60 marques. 150 jours par an en avion pour tout vérifier. Ici, fourrure et montre. Fidèle à ses collaborateurs, il s'en sépare difficilement.
Et souvent dans son sillage, l'un de ses enfants, comme ici Delphine, directrice adjointe de Dior. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser toutes ces idées nouvelles en permanence et de les transformer en une réalité commerciale qui plaise mondialement. Voilà ce qui est vraiment l'essence de ce métier. Derrière les images de ce convoi de voitures, on ne réalise pas toujours les chiffres d'affaires faramineux qui sortent de ces boutiques au profit du commerce extérieur français. En février 2011, LVMH a passé la barre des 20 milliards d'euros de ventes dans le monde. Pour obtenir ces performances, existe aussi politique et diplomatie. Un soutien fut apporté au pavillon français de l'exposition universelle du printemps 2010. La mondialisation est très mal vécue par les Français, mais pour Bernard Arnault, c'est une réalité. Conquérir Shanghai et l'ensemble de la Chine est depuis le début des années 90 un objectif vital. La nuit est chinoise, mais le show est français. Les moyens de cette conquête sont spectaculaires. La police de la ville, aux 23 millions d'habitants, est sur les dents. Le lendemain de l'inauguration, le chef d'entreprise sait qu'il n'y a pas de pouvoir absolu sans faste, sans fête. Dior a mobilisé tout le quai, le Bund, au bord de la rivière qui coule en plein milieu de Shanghai. Il inaugure les festivités avec son épouse, avec Sidney Toledano, le patron de Dior, et Olivier Bialobos, le directeur de la communication. Budget de l'événement, secret défense. Objectif, séduire le monde et conquérir la Chine. En 2010, on est dans le futur centre du monde économique. Vu le niveau de vie qui augmente, dans quelques années, ce sera nos plus gros clients. Juste avant le défilé, rencontre avec Charlize Theron. Une jolie voilette, inattendue. Marion Cotillard, sage et interviewée. Toutes ces actrices magnifiques sont évidemment sous contrat. On n'échappe pas au rendez-vous de Shanghai. Brusquement, le noir se fait dans la salle du défilé. Les Chinois, déjà époustouflés par les actrices, vont en prendre plein la vue. La star est une marque française, née en 1947, Dior. Le défilé se poursuivra par une fête à tout casser et Bernard Arnault ne s'y dérobera pas. Lui, l'homme contenu, mince comme le Giacometti qui est dans son bureau, restera tard dans la nuit, au milieu de mannequins et de milliers de danseurs déjantés. Au moment d'aller nous coucher à l'aube avec la petite équipe qui réalise ce film, nous n'imaginions pas que les difficultés ne faisaient que commencer. La première d'entre elles est majeure. Bernard Arnault va disparaître pendant 6 mois. Pas le moindre rendez-vous possible entre le printemps 2010 et octobre 2010. Nous sommes bien face à une sorte de chef d'État. Et il est temps d'essayer de lever le voile sur les secrets de cette incroyable réussite. Accord de la première ballade de Chopin. Bernard Arnault est né le 5 mars 1949 à l'hôpital de Roubaix. Le premier secret est quasiment littéraire. Sa vie s'explique en partie par cette phrase de Rilke « L'enfance est un destin ». Je pense que pour réussir dans un métier comme le mien, et plus généralement d'ailleurs dans la vie, il faut avoir une sensibilité et être capable d'avoir de l'émotion. Je crois que c'est aussi important, peut-être même plus, que de savoir calculer. Voilà, la tombe est là. Un an après Shanghai, printemps 2011, à peine arrivé dans le Nord, la région de son enfance, pour nous retrouver, il choisit de marcher dans les allées du cimetière de Roubaix. Il ne montre rien. Émotion devant la tombe de ses grands-parents adorés, les Savinel. Donc là, c'est la tombe de mes grands-parents.
Et vous voyez, ça c'est la plaque qui a été mise en 59 par le personnel de l'entreprise de mon grand-père. À l'époque de son enterrement, c'est un moment vraiment, premier moment véritablement bouleversant pour moi. Pour cet enterrement à pied, vers l'une des églises de Roubaix, la légende veut que Bernard Arnault ait pris spontanément, à 10 ans, la tête du cortège. C'était un grand-père qui adorait son petit-fils et qui emmenait son petit-fils sur les chantiers. J'ai encore toute une série de livres dédicacés par lui qui m'achetait. Donc lui est mort en 59 et ensuite j'ai été très très proche de ma grand-mère qui elle a vécu beaucoup plus longtemps puisqu'elle a disparu en 85. En fait, j'ai été en partie élevé par elle parce que quand mon grand-père est mort, elle était seule et j'étais à l'époque assez jeune et j'ai été habité chez elle. Et c'était une femme exceptionnelle. Ça m'a beaucoup aidé d'être avec elle. Elle était d'une gentillesse infinie, mais en même temps extrêmement rigoureuse. Et je pense qu'elle m'a donné un cadre formidable, une espèce de rigueur un peu catholico-vernéate et très, très formatrice. L'autre aspect du secret, l'influence de cette grand-mère, Maminette, qu'il n'a jamais oubliée. Son mari, Étienne, auvergnat fuyant la misère, fondera Ferré-Savinel en 1926. Jean, le père de Bernard, qui est centralien, il sera engagé comme ingénieur, avec un premier salaire, disons, d'auvergnat, 385 €. Nous sommes au cœur d'une saga française et provinciale, et tout se joue autour d'un parc magnifique à Roubaix, le parc Barbieux, où s'installeront Jean Arnault et son épouse Marie-Jo, épousée le 9 avril 1947. Donc il y a le parc qui est là. Là, c'est le quartier résidentiel. Et bientôt, sur la droite, vous allez voir l'endroit où était la première maison de mes parents. Voilà, la maison de mes parents est là. C'était ça. C'était celle-là. Ça, c'était pas construit, c'était des jardins. Et là, ça, c'est la maison de mes grands-parents. Vous voyez, ça, c'est l'entrée de la maison de mes grands-parents. Il y a encore le nom, vous voyez, qui est là. C'est marqué habitation, parce que le bureau était juste à côté. Et la maison de mes parents, donc jusqu'en 1967, c'est cette maison-là sur laquelle il y a cette magnifique glycine. Ces rues paisibles de Roubaix cachent derrière leur tranquillité un bouleversement industriel et historique. L'enfance de Bernard Arnault se déroule au moment où décline la puissance des milliardaires du textile, Boussac, Prouveau, Mazurel. Remontent alors à la mémoire ces images enneigées d'un jardin de famille. Rien n'est encore joué. Jean Arnault s'amuse avec ses 2 enfants, Bernard et sa sœur Dominique. Oui, mais ça fait des bons souvenirs. Vous savez qui habite là maintenant? Non, ça je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je me rappelle du jour où j'avais gagné un concours de piano à Paris. Et pour me récompenser, mes parents m'ont offert un piano à queue. Et le piano à queue, comme il était grand, il ne passait pas par la porte, vous voyez. On avait dû faire venir une petite grue, le mettre sur le balcon qui est là, et le rentrer dans la salle. Et le piano à queue était dans la salle, là, au-dessus du garage. Ça se trouve, il y est encore, hein? Non, parce que j'ai récupéré le piano à queue.